minute de silence en la mémoire des victimes d'Ebola, des victimes de Wamé, parmi lesquelles se trouvaient 3 journalistes. Merci. Chers collègues de la presse publique, privée et internationale, nous vous invitons à suivre le compte-rendu du président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé. Je dois d'abord présenter mes condoléances à la presse. En général, les journalistes qui meurent, c'est les reporters dans les régions de guerre, ou exceptionnellement lorsqu'ils sont enlevés. Mais que des journalistes en simple mission de sensibilisation soient tués, c'est la première fois en Guinée, je ne sais même pas si dans le monde. Il est évident que les événements de Wamé posent beaucoup d'interrogations. Nous ne pensons pas du tout, pour le moment, au niveau des enquêtes, que ce soit une affaire d'Ebola. Mais nous pensons que c'est autre chose. Mais la justice, je n'interfère avec la justice suit son cours. Et quelle que soit la personne qui est concernée, quel que soit son niveau, qu'il soit ministre, général, préfet ou n'importe quoi, qui sera concerné, sera effectivement poursuivi et sanctionné. Nous n'accepterons plus que les Guinéens, la pagaille qui continue, nous n'accepterons plus. Désormais, chaque fois que quelqu'un portera atteinte, dans des discours pour opposer les ethnies aux autres, il sera poursuivi par le procureur. Qu'il soit ministre ou député, le flagrant délit, votre statut de ministre ou de député ne vous protège pas quand c'est flagrant délit. Donc nous n'allons plus accepter, au moment où toute la nation doit se mobiliser pour faire face à cette maladie qui menace notre existence, nous n'acceptons plus que les gens tiennent des discours qui sont contraires à la Constitution. Et là, c'est valable pour tout le monde. Nous n'hésiterons plus à poursuivre. Nous n'avons jamais poursuivi les gens, mais désormais, qu'ils soient journalistes, ministres, hommes politiques, quiconque se permettra maintenant de tenir des propos pour mettre le feu à la Guinée ou diviser les ethnies sera arrêté. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde. Et je suis vraiment désolé que les journalistes, en simple accompagnement pour sensibiliser, aient été victimes de cela. Évidemment, je pense que les gens ont la mémoire un peu courte. Donc nous allons prendre le temps, pas aujourd'hui, mais de faire le point dans quelle situation nous avons trouvé la Guinée en 2010 et où nous en sommes. Et les Guinéens se rendront compte que du fait que le président Conté n'était pas un homme politique, qu'il l'a laissé faire, les gens ont fait la gestion qui a été un véritable crime économique contre la Guinée. Nous allons le démontrer plus tard. Pour le moment, mon seul objectif aujourd'hui, jusqu'à ce que cette maladie finisse, je n'ai pas d'autre calendrier, ni rien d'autre que la lutte contre l'Ebola. Bien sûr, comme j'ai expliqué, l'Ebola arrivait à un mauvais moment, au moment où nous avons souffert pour avoir le PPTE, où nous avons été soumis au programme du Fonds monétaire qui nous obligeait à n'avoir que des crédits concessionnels. Nous arrivons à la fin de ce programme, à la fin de l'année. Nous avons ratifié les grands contrats miniers, vous avez vu, dont un contrat de 20 milliards d'investissements qui n'existe nulle part en Afrique. Le MEDEF est venu partout enthousiaste, mais malheureusement cette maladie est venue. Mais la Guinée a l'habitude des épreuves. 1958, quand nous avons pris l'indépendance, nous avons été soumis à un véritable boycott. Mais la Guinée s'en est sortie. Il y a eu d'autres épreuves. Et la Guinée a toujours fait preuve de solidarité. Tout le monde sait ce que nous avons fait pour la Guinée-Bissau, ce que nous avons fait pour l'Angola, ce que nous avons fait pour le Mozambique, ce que nous avons fait pour le Congo-Kinshasa. Nous avons été toujours solidaires. Beaucoup de nos soldats sont morts en allant porter l'aide à nos frères. La Guinée donc pouvait s'attendre à ce qu'il y ait la même attitude. Cela doit nous servir de leçon. La communauté internationale s'est enfin mobilisée. Comme je l'ai dit, si cette mobilisation avait eu lieu 2 mois plus tôt, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais enfin,
l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la communauté internationale s'est mobilisée. Vous savez que le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité des 15 membres, plus 130 États, dont 20 se sont ajoutés après, pour déclarer l'Ebola menace pour la paix et la sécurité mondiale. Vous savez qu'il y a eu un sommet spécial de haut niveau avec tous les grands dirigeants sur l'Ebola, où des décisions importantes ont été prises. Le lendemain, le 26, à la Maison-Blanche, le président Obama a convoqué aussi une réunion sur l'Ebola, où nous avons eu notre frère Diakité, le médecin, qui nous a représenté avec l'ambassadeur. Le président de la Banque mondiale a une double casquette. Il est président de la Banque mondiale, mais nous avons la chance, il est médecin, spécialiste des épidémies. Et il y a 20 ans, avec son ami Palmer, il a estimé que la façon dont on soignait les malades n'était pas correcte et qu'il fallait aller auprès des malades. Avec le financement de George Soros, donc, il est parti avec Palmer en Union soviétique, il y avait une épidémie grave de tuberculose. Tout le monde l'a attaqué, l'OMS, tout le monde l'a attaqué. C'est des fous, vous n'allez pas. Il a eu raison. C'est-à-dire, il a dit, il ne faut pas isoler les malades, il faut aller vers les malades. Ensuite, il a fait la même chose à Haïti, au niveau du sida. Donc, il a une très très bonne connaissance de cette maladie. Nous avons eu donc la chance que ce soit quelqu'un comme ça qui soit à la tête de la Banque mondiale. Nous avons eu un entretien très très fructueux. Il s'est trouvé que nous étions sur la même longueur d'onde. Il a tellement bien parlé qu'un de mes qui était avec moi m'a amené une petite note pour dire il faut lui demander, parce qu'il m'a dit à tout moment pour l'Ebola vous m'appelez. Donc quelqu'un m'a passé une petite note en disant demandez-lui d'être votre conseiller. J'ai dit donc je vous demande d'être mon conseiller pour la santé. Et il a fait quelque chose d'exceptionnel pour la première aide à notre pays. Il a été lui-même présenté le dossier au Conseil, ce qui ne se fait pas d'habitude. Et les 25 millions de dollars, il a demandé que ça soit mis à la disposition de la Guinée dans la semaine. C'est que quand on connaît la bureaucratie de la Banque mondiale du Fonds monétaire, c'est exceptionnel. Et les 25 millions de dollars, nous avons dépensé en 2 heures. Parce que nous avons estimé que la Guinée doit être maîtresse de ce que nous devons faire. Nous voulons bien collaborer avec les gens, mais c'est la Guinée qui doit déterminer qu'est-ce que nous voulons. Mais comme les grandes puissances se méfient de l'Afrique en disant il y a la corruption, etc., nous avons mis en place un système très simple. Nous rencontrons l'UNICEF, nous disons, d'abord nous commençons par dire, voilà nos besoins. C'est-à-dire on ne s'entend pas de dire il y a 25 millions, 50 millions, nous définissons quels sont nos besoins. Maintenant, quand on reçoit de l'argent, on voit dans ces besoins-là qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, le président de la Banque mondiale m'a appelé après le conseil. J'ai donc fait venir le directeur Afrique Kanté, enfin directeur Guinée, et il a écouté lui-même. Donc, j'ai fait venir donc, le président de l'UNICEF, le représentant de l'UNICEF, et nous avons discuté. J'ai dit voilà ce que la Guinée veut. Mais pour la transparence, une fois qu'on s'est mis d'accord, c'est l'UNICEF qui commande et qui présente les factures à la Banque mondiale. Ça veut dire qu'il n'y a pas $1 de ne peut pas être retourné. Mais c'est nous qui décidons qu'est-ce que nous voulons faire de ces 25 millions. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui décide à notre place. La Guinée doit prendre ses responsabilités. La deuxième, c'est la transparence dans la distribution. Nous avons donc demandé à l'OMS de travailler avec le Dr Sakoba. Ça veut dire que l'OMS suit de très près. Il y a souvent des inconséquences. On dit la moto n'a pas de carburant, le véhicule n'a pas de carburant. Donc, le coordinateur national a au niveau des préfectures un coordinateur préfectorial qui a tous les pouvoirs. Et lui, il est obligé de vérifier tous les matins que les pleins des motos, que les motos ont le plein, que les véhicules ont le plein. Parce que si, le plus important, c'est le suivi des contacts. Mais comment voulez-vous faire le suivi des contacts si les gens ne peuvent pas se déplacer? Nous avons aussi donné 2 flottes pour qu'ils puissent communiquer à tout moment, à n'importe quel moment. Ils ont deux flottes, 2 téléphones pour qu'ils puissent communiquer à tout moment. Donc, nous avons défendu 4 choses. La première chose, c'est pas seulement des promesses, mais une intervention immédiate. Plus tôt on intervient sur le terrain massivement, plus on a de chances d'éradiquer la maladie. 6 mois, tout ça c'est trop. Nous disons, on doit se battre pour finir d'ici fin décembre. Donc,
immédiatement l'intervention sur le terrain, massivement au niveau des médecins, au niveau des laboratoires mobiles, mais aussi au niveau des centres de transit. Je vous expliquerai après. La deuxième chose, c'est le renforcement de nos capacités hospitalières. Aujourd'hui, l'Ebola est une grande malchance pour nous. Mais si nous nous mobilisons, nous nous donnons la main, nous sommes capables de transformer cela en bonheur. Ça veut dire, nous voulons renforcer notre système sanitaire de telle sorte que nous soyons capables désormais de faire face à n'importe quelle épidémie. Pourquoi l'Ebola s'est développé? D'abord, d'où vient l'Ebola? Pour le moment, on ne sait pas, ni de la Guinée, mais on est en train de chercher le citoyen zéro. Le citoyen zéro, c'est-à-dire c'est celui qui a eu l'Ebola le premier. Pourquoi l'Ebola s'est développé? Le médecin à Guéguédougou a soigné un malade. Il est tombé malade. Il est parti chez son collègue médecin à Massanta. Tous les deux sont morts. Les gens les ont accompagnés. Mais comme on n'avait pas de laboratoire de Pasteur, donc on a mis du temps. Entre-temps, un malade est venu à Kipé. Comme les médecins ne savaient pas, ils ont soigné ça après, qu'on est obligé d'envoyer à Dakar. Et c'est à ce moment qu'on a su. Alors que si on avait un laboratoire, dès que les deux sont morts, on aurait tout de suite su que l'Ebola, il aurait suffi seulement d'isoler la sous-préfecture, comme le Congo-Brazzaville l'a fait avant. Il y a eu l'Ebola plusieurs fois, ils ont isolé. Mais quand vous donnez à manger aux gens, on doit en profiter pour renforcer deux choses. Notre système sanitaire et notre système de l'éducation. Vous savez qu'on n'a pas assez d'universités publiques, on gaspille beaucoup d'argent dans les universités privées. Très souvent, n'importe quel ministre qui vient ou directeur général crée une université privée qui n'a aucune capacité, qui forme des étudiants qui n'ont aucun niveau. Donc, il faut que nous profitons de cela pour renforcer sérieusement notre système de santé, non seulement à Conakry, mais à l'entrée du pays, pour que désormais, quelle que soit la maladie, que ce soit le méningite ou n'importe quelle maladie, que nous soyons en mesure tout de suite de détecter et d'avoir les moyens de faire face. Ça, c'est la deuxième chose la plus importante sur laquelle nous sommes d'accord avec l'opinion internationale. La troisième, évidemment, l'Ebola a beaucoup de conséquences sur notre économie. Donc il s'agit d'une aide budgétaire à la hauteur du manque à gagner que nous avons, afin que tous les projets que nous avions, que nous puissions réaliser ces projets. Mais en plus de cela, j'ai ajouté un quatrième point, la communication. La communication a été mauvaise pour plusieurs raisons. D'abord, on était au mois d'août. Au mois d'août, il n'y a pas beaucoup d'activités. Et c'est le temps mort. Donc, tout le monde, Ebola, 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 Ebola. La deuxième chose, la communication n'a pas été bonne. On aurait dû dire dès le départ, on ne meurt pas nécessairement d'Ebola. Ce qui n'a pas été le cas. Si vous ne dites pas que les gens ne meurent pas d'Ebola, pourquoi voulez-vous que le gars ait tendance à aller à l'hôpital? Donc, c'est lors de mon premier séjour à Washington que j'ai fait cette critique. On ne meurt pas nécessairement d'Ebola. Et plus tôt on est pris en charge, plus tôt on a des chances de guérir, plus on a 70% de guérir quand on est pris à temps. Donc, de changer la communication, et aussi au niveau des médias, CNN, etc. etc. On montre c'est quoi le Libéria. Donc, ça crée une psychose irrationnelle, inutile. Bon, évidemment, le manque de solidarité des pays africains a beaucoup joué. Parce que si nous-mêmes, nous commençons à avoir peur, comment voulez-vous que l'étranger n'ait pas peur? Mais il est vrai que chaque chef d'État cherche à protéger son peuple. Nous pouvons être mécontents, mais nous pouvons comprendre. Mais je crois que là aussi, il commence à avoir une évolution. Mais la presse doit bien expliquer. Moi, je serre la main de tout le monde. J'ai été à Guéguédougou, je serre la main de tout le monde. Vous dites, vous parlez, c'est pas serrer la main qu'on a l'Ebola. Il faut d'abord savoir, si vous-même vous ne savez pas comment on attrape l'Ebola, pour attraper l'Ebola, il faut que la personne soit au stade final. Aujourd'hui, je suis obligé de mieux communiquer que mes médecins, parce que mes médecins, pour beaucoup de raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on attrape l'Ebola lorsque la personne est au stade final, c'est-à-dire, je crois, les 3 derniers jours, etc. Et là, c'est la sueur, c'est le sang ou la salive. Mais avant, il ne peut pas contaminer. Ensuite, le contact, notre problème aujourd'hui, c'est de suivre le contact à 100%. C'est-à-dire pas à 80%, 90%, à 100%. Tous les gens qui sont en contact, on doit les suivre. Si vous suivez 90, les 10 qui restent peuvent, s'ils développent, peuvent contaminer. Donc la première chose, comment nous allons pouvoir suivre à 100%? Ça veut dire, 1, connaître les moyens de déplacement. 2, connaître des primes. Parce que les gens, même s'ils sont patriotes, on a besoin quand même de les motiver par des primes, qu'ils aient des primes. Et troisièmement aussi, connaître une aide alimentaire vers les familles. Donc si le contact est suivi pendant 21 jours, s'il ne développe pas la maladie, bon, il est guéri. Maintenant,
s'il a un peu de fièvre, ça ne veut pas dire qu'il va avoir l'Ebola. Mais on le met de côté tout de suite, pas avec ceux qui sont atteints, pas ceux qui sont positifs, mais on le met de côté pour le suivre et pour voir s'il ne va pas développer l'Ebola. On est arrivé à un moment donné où on avait 60% de guérison. Nous avons eu l'expérience. Au mois de juillet, on était sur le point de fermer le centre de Conakry. Malheureusement, vous savez, le Libéria et la Guinée, pardon, le Libéria et la Sierra Leone sont des pays qui ont eu une très longue guerre dans le Libéria. Il y a eu beaucoup de destruction des infrastructures et avec tous les problèmes importants, ils n'ont pas pu développer, malheureusement, dans la région de Lofa et de Wanjama, c'était la région ancienne de la rebelle, donc il n'y a pas assez de structures, ce qui fait que les gens traversent la frontière et viennent chez nous. Au plus fort de l'Ebola, on n'a jamais eu plus de 30 malades à Guéguédou, au plus fort. Mais évidemment, ce sont nos frères, et puis de toute façon, je ne vois pas comment vous allez dire aux gens de Koyama que leurs frères du Libéria ne vont pas traverser. Même si vous mettez tous les policiers au monde, vous ne pourrez pas. Comme vous allez dire aux gens de Dieké, donc ça n'a pas de sens. C'est pourquoi nous voulons développer absolument les centres de transit. Ça veut dire quoi les centres de transit? Ça veut dire tous les gens qui viennent, on prend, il y a leur température avec le thermomètre de détection. Et s'ils n'ont rien, on les laisse passer. S'ils ont quelque chose, on les dirige tout de suite vers le centre. Donc ça, c'est uniquement centre de transit. Ça permet de détecter et d'orienter les gens. Donc il faut qu'on ait suffisamment de centres de transit. Et ensuite, maintenant, qu'on ait d'autres centres. Pour le moment, on a 2, Guéguédougou et Conakry. Et la France va nous installer un à Massanta. J'ai demandé qu'il y ait 2 autres, un à Forcaria, un à Conakry. Maintenant, il y a une discussion sur laquelle on ne s'entend pas, puisque j'ai dit ça avec CDC. Moi, j'estime que ça a été une erreur de mettre un centre à Conakry. Parce que Conakry, c'est la capitale. On aurait dû soigner les gens en dehors de Conakry. Mais eux, ils pensent qu'on a déjà un très bon centre à Conakry. Mais ce que j'ai demandé dans ce cas, qu'on ne soigne à Conakry que les gens qui sont à Conakry qui sont atteints. Tous les autres, qui viennent de Forcaria et autres, il faut qu'on ait d'autres centres à l'intérieur du pays pour les soigner, pour qu'ils ne viennent plus à Conakry. Parce qu'on va dire qu'il y a 20. Donc s'il y a 5 de Conakry, il n'y a que les 5 qui sont à Donka. Mais comme on a déjà, ils ont raison, on a déjà un laboratoire très performant, on peut soigner les gens qui sont à Conakry. Mais actuellement, on fait venir les gens de Forcaria, des gens de partout. Non. Il faut donc qu'on ait un centre à Forcaria et à Koya. J'ai eu la chance, donc, je suis arrivé à Paris juste de passage. Mon objectif, c'était de voir le ministre de la Défense pour qu'on se mette d'accord sur l'envoi le plus rapide du centre de Massanta. Et ensuite, j'avais discuté avec la Croix-Rouge française qui m'avait dit, écoutez, dites au gouvernement de nous recevoir, nous avons les moyens humains de venir installer des laboratoires, il faut qu'on soit accompagné par le gouvernement et la communauté internationale. Donc je voulais discuter avec le ministre de la Défense pour qu'ils appuient la Croix-Rouge, puisqu'en plus de Massanta, on a un autre centre à Forcaria et à Koya. J'ai juste envoyé un SMS à Hollande le matin à 10h, j'ai dit, François, je suis de passage, je pars demain. Donc pour moi, c'est ces choses. À ma grande surprise, il m'a dit, je te reçois à 18h30. J'arrive, je trouve tout le protocole de visite officielle, la garde présidentielle, etc. Bon, vous avez vu, bon. Donc, ça veut dire l'engagement total de la France à nos côtés, qui a été démontré par le maintien des 7 vols de Air France, l'ouverture de l'école française, le passage du ministre qui a demandé aux Français de venir, et l'engagement personnel du président. C'est rare que vous soyez de passage et qu'un président vous reçoive tout de suite alors que vous êtes juste de passage et que vous reçoive tous les honneurs. Donc, aujourd'hui, nous avons ces 4 points. Mais, pour guérir l'Ebola, c'est nous les premiers. C'est-à-dire, c'est la sensibilisation. Même si on a 10 000 médecins, si nous-mêmes ne faisons pas la sensibilisation des populations, nous ne leur faisons pas comprendre. Vous avez des gens mal intentionnés qui disent « l'Ebola n'existe pas ». Bon, ou bien les Blancs viennent pour vous tuer. Quand vous dites ça aux paysans, quand ils voient les Blancs habillés comme des cosmonautes, ils n'ont jamais vu ça dans les villages, bon, vous créez la panique. Sans compter aussi des gens qui pensent qu'ils peuvent profiter de l'Ebola pour foutre la pagaille dans le pays. Vous savez ce qui s'est passé. Pour une fois que je prends des vacances, parce que moi, j'ai quand même droit à des vacances, depuis que je n'ai pas pris de vacances, pour une fois que je prends une semaine pour aller faire la terrorthérapie, bon, je pense que je ne commande pas le reste. Mais vous devez savoir une chose, il n'y aura plus de coup d'État militaire en Guinée. Ceux qui rêvent d'un coup d'État militaire, ils se trompent. Ils ont oublié qu'il y a eu la réforme de l'armée, que l'armée guinéenne est une armée républicaine. Les gens n'ont qu'à rêver. Ça, je laisse ça de côté. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Nous avons demandé
qu'on trouve des personnes ressources par sous-préfecture et district. On va leur donner les moyens. Il y a beaucoup de gens qui inventent, ils menacent Sakoba, ils présentent des budgets d'1 milliard, ceci, cela. Vous savez, tout le monde veut escroquer. Mais on ne va pas envoyer quelqu'un pour aller se promener. On envoie des gens qui sont des personnes ressources. Quand vous devez envoyer quelqu'un à Bofoussou, il faut envoyer quelqu'un qui est connu à Bofoussou, qui peut être écouté. Ensuite, dans les districts. Donc, ce n'est pas la peine que les gens s'agitent. Sakoba ne donnera pas l'argent. On donnera l'argent aux gens, effectivement, qui sont du coin, c'est-à-dire du district, et qui sont écoutés. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes Thomas que vous allez aller, on va vous recevoir, et on va vous chasser. Mais si vous êtes du district, on va vous recevoir. Donc c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. C'est pourquoi la sensibilisation est extrêmement importante. J'ai dit aussi à nos amis de la santé, il ne faut pas créer la panique. J'ai dit que même si quelqu'un meurt d'un accident de voiture, il faut aller. Si vous dites, c'est l'Ebola, tout de suite comme ça, c'est pas ça pour Caria, vous créez la panique. Non, il faut que nos partenaires aussi nous aident, qu'ils disent, on vient simplement protéger le cadavre, parce que le président nous a demandé que quelle soit la cause de la mort, qu'on vient sensibiliser, on vient sécuriser. C'est-à-dire, il faut aussi qu'on soit un peu psychologue. Il y a Télémilé qui a montré, vous savez, les gens téléphonaient de forêt aux gens pour dire, l'Ebola n'existe pas, c'est faux. Les gens de Télémilé n'ont pas écouté, tout le monde s'est mobilisé, il n'y a plus d'Ebola aujourd'hui à Télémilé. Il y a une expérience aussi que j'ai appris dernièrement en Sierra Leone. Les gens de Koindou, c'est-à-dire les Dialonké, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde, les membres du gouvernement, l'opposition, la société, ils sont tous partis. Ils ont réuni les guérisseurs. Ils ont dit, bon voilà, nous venons vous voir. Cette maladie, c'est vous qui devez être nos porte-parole. Vous devez aller dire aux malades, aux populations, la maladie là qui vient, nous ne pouvons pas guérir. Mais ils ont donné 20 millions de léons aux guérisseurs. Parce qu'évidemment, les guérisseurs, pour qu'ils ne disent pas, je peux guérir, ils lui ont donné 20 millions de léons aux guérisseurs. Et c'est les guérisseurs qui allaient maintenant de porte à porte dire, attention, si vous avez ces symptômes-là, nous, on ne peut pas guérir, il faut aller à l'hôpital. Donc, Koindou, il n'y a pas un seul cas d'Ebola. Donc, il faut que nous prenions cet exemple-là. C'est-à-dire, concrètement, les guérisseurs, c'est leur moyen de vivre. C'est-à-dire, il faut que nous aussi, Sakoba, il faut qu'on réunisse les guérisseurs de ces régions, qu'on les donne. Bon. Mais, non, nous sommes en guerre. Quand on est en guerre, on a toutes les armes possibles pour gagner la guerre. Donc, il faut réunir les guérisseurs, leur donner de l'argent, et en faire les véritables organismes. Qu'eux-mêmes, ils arrivent vers les gens en disant, ça là, c'est une maladie, quand c'est comme ça, nous on ne peut rien, il faut aller là. Donc, il faut aussi qu'on tire toutes les leçons des récents des autres. Et nous avons des gens qui vont venir pour épauler Sakoba, parce qu'il faut que nous ayons la capacité de planifier effectivement ce dont nous avons besoin. Ça pourrait être pris au sérieux. Si réellement tu as besoin de 10 millions, tu demandes 50 millions, personne ne se prendra au sérieux. Donc moi, je suis invité par le président de la Banque mondiale, qui a prévu une réunion exceptionnelle avec le président de la BAD, le Fonds monétaire, et eux, pour qu'on voit effectivement non seulement la riposte immédiate, mais les dégâts sur notre économie. Bon, entre parenthèses, le Fonds monétaire dit qu'il a donné 130 millions d'aide. Ce n'est pas aide, c'est un crédit concessionnel. La Banque mondiale nous a donné l'aide. Mais il faut qu'on voit aussi, bien que mes financiers, le ministre Yaré et les autres disent c'est la première fois que le Fonds monétaire fait ça, etc. Mais moi, ça ne me suffit pas, parce qu'on a beaucoup de dégâts sur notre économie. Bon, maintenant, évidemment, à force de discussion, nos amis ont compris que fermer les frontières, c'est contre-productif, parce que si vous fermez les frontières, les gens passent par la brousse, donc c'est plus grave. Alassane, le président Alassane a reconnu qu'il y a eu la panique généralisée, etc. Les vols de Air d'Ivoire reprennent, les vols de Sky reprennent. Nous sommes en discussion, j'ai fait 2 interviews dans les journaux sénégalais, j'ai parlé avec Macky Sall. Je lui ai demandé donc d'envoyer des gens à l'aéroport de Conakry prendre des mesures pour que les vols se reprennent avec le Sénégal. Nous devons éviter de stigmatiser. Malheureusement, moi je n'écoute pas les radios, il y a des ministres qui ont attaqué, qui ont parlé, ce qui n'ont pas le droit de faire. Aucun ministre ne doit attaquer un chef d'État. Donc je me réglerai ça avec mes ministres, parce que les ministres n'ont pas attaqué. Il faut qu'on cherche, on dit dans notre langue que bon. Mais ça va nous amener à tirer des leçons. Nous avons vu les conséquences sur les femmes de Timimani et autres pommes de terre. Donc, je suis en train de tout de suite négocier avec des hommes d'affaires pour qu'on construise tout de suite à Mamou une usine de tomates et de chips et de purée. C'est-à-dire, il ne faut plus maintenant que nous soyons contraints à exporter.
pour que nous transformions sur place. Parce que ça fait une grande perte pour ces femmes-là. Parce que 70% étaient envoyés au Sénégal. Donc désormais, très rapidement, nous allons très rapidement faire cette usine. Si on fait des chips, si on fait la purée, bon, vous dites que vous... Mais les enfants, il suffit seulement de commencer à leur donner. Tout le monde sera habitué à la purée. Bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que les enfants n'aimeront pas la purée. Si vous commencez à donner la purée aux bébés, tous les bébés seront habitués à la purée. Et les chips, on peut vendre partout. Donc, il faut qu'on essaye maintenant tous les produits agricoles que nous exportons, il faut que maintenant on les transforme. Cela doit servir de leçon. Ça veut dire que nous sommes très solidaires, mais tout le monde n'est pas toujours solidaire. Pour que notre économie ne soit pas victime, il faut que désormais on trouve les solutions localement. Je ne veux plus que les pommes de terre et les tomates soient exportées, et nous allons tout faire pour que d'ici quelques mois, cette usine soit construite. Évidemment, l'usine qui est à Mamou ne vaut plus rien parce que vous avez pris tous les terrains, vous avez dépouillé l'usine, vous avez distribué les terrains. Bon, il semble qu'il y a une sous-préfecture à Mamou où on peut construire l'usine. Donc très rapidement, nous allons voir avec Para, les femmes, etc., pour régler cette question, pour que nous ne soyons plus victimes. Donc, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est comment transformer l'Ebola en bénédiction, c'est-à-dire comment l'Ebola peut nous servir pour avoir un système de santé performant et un système éducatif performant. Donc la bataille que nous avons menée, c'est pour qu'on nous accompagne pour avoir d'abord l'hôpital donc va être complètement transformé, qu'on ait un hôpital de référence, parce que même si Yamoussa, sa femme, un petit furoncle, évacuation au Maroc, Ben Daouda, évacuation à Paris. Donc on ne veut plus ça, donc il faut qu'on ait un centre performant où on a toutes c'est-à-dire le scanner, les choses, tout pour que nous puissions soigner les gens sur place. Et ensuite qu'on ait aussi les systèmes de santé à l'intérieur du pays, au moins 2 ambulances par préfecture. Mais aussi qu'on ait maintenant des universités publiques à Conakry à l'intérieur du pays pour que nous ne soyons plus soumis au chantage des universités privées qui ne forment pas les gens, parce que n'importe qui prend une université privée et ça n'a pas de valeur. Donc, voilà en gros la bataille que nous sommes en train de mener. Mais j'ai dit que même s'il reste un seul cas d'Ebola en Sierra Leone ou au Libéria, on n'est pas sorti de la galère. Même si nous on finit, on doit se battre. Je suis président de Mano River, donc je me bats pour les 3 pays. J'ai dit aussi à Obama que dire la France aide la Guinée, l'Angleterre aide la Sierra Leone, non. Il faut une vision globale, une lutte globale. C'est-à-dire, c'est extrêmement important qu'ils installent des hôpitaux au Libéria, parce que Médecins Sans Frontières nous a dit qu'à Monrovia, ils ont 180 lits, alors qu'ils ont besoin de 800. Qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a plus de 180, ils renvoient les malades. Mais quand vous renvoyez les malades, ça veut dire que vous répandez la maladie. Donc, il est important. Mais je le redis aussi à nos frontières, puisque les gens traversent, il faut qu'on ait non seulement des centres de transit à nos frontières, mais aussi que les Américains mettent des hôpitaux à nos frontières. Donc, en plus de ce que les Français vont faire, il faut que les Américains aussi mettent à Kirwane, à Djeke et à Koyama, mais qu'on fasse en sorte qu'on ait désormais des hôpitaux dans les régions et que nous soyons capables. Bon, l'Institut Pasteur est là maintenant, CDC, l'ambassade m'a confirmé hier qu'il y aura maintenant 2 membres de CDC en permanence à Conakry, à l'ambassade, donc ils seront là en permanence. Ça veut dire que les recherches, chaque fois pour les virus, nous aurons l'Institut Pasteur, nous aurons CDC, etc. Et nous-mêmes, nous allons former des gens, nous allons envoyer des gens à Atlanta, etc., à Lyon, sur Mérieux, etc., pour que nous soyons capables, parce que tout le monde parle d'Ebola, mais le palu tue plus que l'Ebola. Nous avons la méningite, je crois qu'on a même la maladie du charbon là pour les bœufs, etc. Voilà un peu. Donc, la presse doit jouer un grand rôle. La Chambre de presse n'est pas un tabou. La dernière fois, ils ont dit que vous avez sélectionné les gens qui me sont favorables. Donc, il faut laisser les gens poser des questions, parce qu'on a dit que les questions étaient sélectionnées. Or, moi, je n'ai pas de tabou, je n'ai pas de langue de bois, donc je suis prêt à répondre à toutes les questions. Mais voilà donc, et pourquoi je suis obligé, parce que le président de la Banque mondiale s'est vraiment mobilisé derrière nous. Il est passé de 200 à 400 millions tout de suite, et il est prêt à aller de plus en plus en avant. Nous avons la chance qu'il comprenne très bien. Voilà un peu. Ne stigmatisons pas nos pays voisins. C'est dommage ce qui s'est passé, mais la raison est en train de revenir, puisque progressivement les ports, et j'ai félicité le président de Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, pardon, le président Obiang, le président Ali Bongo, le président Sassou, etc.
le président Faure a demandé de venir. Donc, je vais faire Sierra Leone et Conakry. Bon, les chefs d'État vont venir pour montrer. J'ai demandé aussi que les gens viennent, que les ministres viennent, qu'ils montrent qu'on peut venir. Parce que beaucoup d'hommes d'affaires prennent un prétexte, ah, il y a l'Ebola, il y a l'Ebola. Mais nous, tous là, aucun de vous n'a l'Ebola. Maintenant, on n'a pas reporté, comme certains de vous l'écrivent, l'entrée sine die. Ce n'est pas vrai. L'école française, c'est une seule école. L'école libanaise, c'est une seule école. L'école américaine, c'est une seule école. Nous avons l'école sur l'ensemble du territoire. Ce que j'ai demandé, c'est qu'on sécurise. C'est-à-dire qu'on ait dans toutes les écoles des moyens de détection. C'est-à-dire qu'on ait le thermomètre de détection, qu'on ait le savon et tout, pour que tous les jours, quand les gens viennent, qu'on prenne leur température. Si un enfant a 30 ans, ça ne veut pas dire qu'il a l'Ebola, mais au moins, on envoie le soigner. Donc, c'est juste le temps d'avoir toutes ces structures-là dans nos écoles. Je pense que d'ici fin octobre, on aura fini, parce que c'était irresponsable d'ouvrir les écoles sans se donner les moyens de détecter toute possibilité, sinon ça sera la catastrophe si on commence à contaminer. La preuve, nous n'avons pas formé des écoles, tout le monde a passé les examens. Mais, vaut mieux prévenir que guérir. Donc nous voulons, dans toutes les écoles, avoir des systèmes liquides pour que tous les matins, personne ne rentre sans qu'on ait... Ça va venir rapidement, faites comme ça va rapidement. En 15 minutes, vous avez fini avec tout le monde. Donc ça ne retarde pas. Alors ceux qui disent qu'on a reporté sine die, ça c'est comme toujours en Guinée, on invente, on ne s'informe pas, on invente. Voilà donc ce que je tenais à vous expliquer. Mais il faut expliquer aussi dans les langues nationales. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler pour reprendre les radios rurales, parce que malheureusement, le ministère de la Communication s'est montré incompétent. On a envoyé des émetteurs et au lieu, ils ont mis des techniciens incapables qui ont gâté sur ces émetteurs. Donc pour éviter ça maintenant, nous allons faire venir avec les émetteurs un spécialiste de vendeurs qui vont entraîner les gens. Vous n'allez pas nous imposer aux gens, on va fermer beaucoup de jeunes parce que vous avez le copinage, vous prenez des gens qui sont un peu dépassés, alors qu'il y a des jeunes qui ont une très bonne formation, qui savent aller sur Internet, qui savent manipuler tout, etc. Ces jeunes-là, ils vont venir les former. En tout cas, vous n'allez plus nous imposer vos vieux compagnons qui sont dépassés, alors qu'on a beaucoup de jeunes qu'on peut former. Donc cette fois, les émetteurs qui viendront, quelqu'un viendra et on va former. Vous avez beaucoup de jeunes journalistes, mais ils sont dans le placard. Et c'est toujours les mêmes qui... Bon. Bon. En plus, les langues nationales. Tout ce qui doit passer à la télévision doit être traduit dans les langues nationales, systématiquement expliqué dans toutes les langues nationales. Comment voulez-vous que 70% de la population ne parle pas français? Si vous les respectez les langues nationales, comment ils vont savoir? Donc tout ce que passe à la télévision doit passer en langue nationale, dans toutes les langues nationales, expliquer patiemment ce que le président a dit, ce qui a été dit. Tous les jours, ça doit passer. La priorité aujourd'hui, c'est ça. Et je n'entends plus que quelqu'un dise manifestation à Farana, je ne sais pas, etc. Là. Si jamais on se fait ça, c'est la télévision qui doit fermer. Au moment où on doit se battre, vous parlez de manifestation. S'ils doivent faire une inauguration pour la première pierre, ils vont simplement, pourquoi on va dire, on va faire... si moi j'ai reporté la fête à Mamou, je ne peux pas accepter qu'on fasse à la publicité, le ministre va poser une première pierre à Parana, ou le premier ministre va faire ça à Forcaria. Non. Tout ministre, premier ministre qui vous envoie ça, vous refusez. Si n'est pas vous dire, c'est le président qui a dit. Je ne veux plus de ces mamaya-là. Pour le moment, si les gens doivent poser la première pierre, le font discrètement. Tant qu'on doit se battre contre les choses, je ne veux pas, en tout cas qu'au niveau de la mouvance présidentielle du gouvernement, il y ait la publicité pour telle ou telle activité. Il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus aussi. Et nous allons mieux nous organiser aussi pour la communication. Comme disent les Français, il ne s'agit pas de bien faire, faut-il faire savoir. On verra qu'en 3 ans, nous avons fait plus que les autres en 25 ans. Mais le moment viendra. Pour le moment, ça, c'est la politique. La politique ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est sauver la Guinée, le Sénégal, le Libéria, la Sierra Leone, pour que notre économie reparte de nouveau. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer. Et maintenant, je suis à vos écoutes et à vos questions. Je ne peux pas dire que les choses sont revenues à la normale, surtout du point de vue de la libre circulation des personnes et des biens. La conséquence, des étudiants guinéens auraient du mal à se rendre pour faire leurs études au Sénégal, sans oublier toutes les conséquences économiques. Il semblerait que vous ayez parlé avec le président Macky Sall, d'où se trouverait le problème si effectivement il y a un problème.
La presse me charge aussi d'attirer votre attention sur le fait que Thierno Diallo Bébel, que vous connaissez certainement, journaliste, est très gravement malade. Et on voulait attirer votre attention sur la nécessité de l'aider pour qu'il puisse aller... On le fera aujourd'hui même pour Bébel. C'est ce que j'avais dit, mais entre-temps, j'ai voyagé. D'accord. Voilà, c'était la question. Et puis, merci, vous avez respecté vos promesses. Non, il faut comprendre mon interview. Il y a des gens qui racontent des histoires. J'ai dit que je n'ai pas de problème avec le Sénégal. Premièrement, quand je suis venu, en 91, qu'on a voulu m'assassiner, je ne me suis pas réfugié dans une ambassade occidentale comme d'habitude, je me suis réfugié à l'ambassade du Sénégal. Le président Diouf m'a soutenu et il a envoyé me chercher. Et à partir du moment où il m'a toujours soutenu. La plupart, beaucoup d'hommes politiques sénégalais sont mes amis, soit parce qu'on se connaît à la ferme, soit après. Quand j'étais en prison, la population qui s'est le plus mobilisée, c'est la population sénégalaise. Sans compter la classe politique et les avocats. Il y avait 4 avocats sénégalais et ceux qui dirigeaient, c'était Maître Bokunta. Et Ousmane Gom, qui était mon avocat, c'est dans la rue qu'il a appris, des gens criaient « Oh, on a levé d'Alpha Condé ». Donc, ensuite, je suis venu à Dakar. Quand je suis venu, toute la classe politique sénégalaise m'a reçu à l'hôtel d'indépendance, mouvement présidentiel comme opposition. Ensuite, je me suis marié à Dakar avec une femme peul qui s'appelle Maman Kane Diallo, qui est de Kankalabé, dont le père était chef de canton à Kebali. Le maire de Dakar, Diop, était à l'époque à Paris, il est venu spécialement pour faire mon mariage. Ouad était en prison. Landing était en prison. Malgré ça, Ousmane Gom, le second de Ouad, et Decroix, le second de Landing, sont venus. Et bien sûr, Ousmane a refusé de serrer la main de Baudin, qui était ministre de la Justice. Mais malheureusement, au dîner, ils se sont retrouvés à la même table. J'ai expliqué mon histoire avec le Sénégal. Ça dit que moi, je n'ai pas de problème avec le Sénégal. J'ai toujours été soutenu par le Sénégal. Et je suis ensemble de la présidence en France, je suis panafricaniste. De savoir qui est Monéké, qui est Peul, qui est tout ça, c'est votre affaire. Moi, ce n'est pas mon affaire. J'étais président de la France et tout le monde sait que je ne crois pas qu'un d'entre eux qui crie on combattu la Première République. Moi, j'ai écrit un livre, Guinée-Albanie d'Afrique aux néo-colonies américaines. Je ne crois pas qu'un seul ait osé écrire quelque chose comme ça. Donc, j'ai expliqué mes rapports avec le peuple sénégalais et avec le Sénégal. J'ai dit aussi que Macky Sall, mon petit frère, je n'avais pas de problème avec lui. Maintenant, je l'appelle, il m'a appelé. D'abord, avant, j'avais appelé Macky Sall. J'ai dit, écoute mon frère, je pense que l'aéroport au moins, je pense qu'il faut accepter qu'à un moment donné, SR Bruxelles ne pouvait pas s'arrêter. J'ai dit non, il faut accepter que SR Bruxelles s'arrête, qu'ils prennent les passagers, on était d'accord sur ça. Après, ça ne s'est pas fait. Donc, quand j'ai fini, j'ai appelé, il m'a rappelé, il dit qu'il a ouvert le couloir. Mais j'ai dit non, maintenant, je comprends que les gens étaient paniqués avant, mais je pense que maintenant, la raison est revenue. Je pense qu'il est mieux que tu envoies quelqu'un à l'aéroport de Conakry voir quelles sont les mesures qu'on a prises et que tu vois comme les Alassane ont fait. Moi, je n'ai pas de problème avec le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais m'a toujours soutenu. La plupart des hommes politiques sénégalais qui sont de la mouvance ou de l'opposition, Niasse est mon ami depuis... D'abord, Landing est mon ami quand nous étions à la France. Et c'est la même chose pour d'autres, je crois. D'autres, je les connais après. Niasse est mon ami, Bachiri est mon ami, Landing est mon ami, tous ces gens-là sont mes amis, ils m'ont tous soutenu. Donc, il ne faut pas confondre. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas ces problèmes. Je n'ignore pas que les Guinéens sont stigmatisés, etc. Mais il y a certains qui ont dit que... Moi, j'ai dit qu'on a fermé la frontière parce que le ministre de l'Intérieur est un peu... C'est le ministre de l'Intérieur qui ferme la frontière. Donc, je me suis expliqué sur les rapports qu'il y a entre moi et le peuple sénégalais et la classe politique sénégalaise. Ça n'a rien à voir avec les autres mesures. Et j'ai mis Macky à l'aise en disant, bon, quand il y a une panique, chacun cherche à protéger son peuple. Mais maintenant, la raison revient. Il faut que tout le monde revienne à la raison. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre. Je n'ai pas dit que les étudiants n'ont pas de problème. Je n'ai pas dit que les Guinéens ne sont pas... J'ai expliqué mes rapports, moi, comment j'ai tout soutenu sur le peuple sénégalais. Quand Ouad a été arrêté, je suis venu voir pendant une semaine pour dire, mon grand frère, tu ne peux pas arrêter Ouad et Landing. Et quand il est venu ici, à une fois, il a dit, je l'ai délibéré. Après, il a dit, ah, mais je n'ai pas violé la loi. Quand ils ont convoqué Dansoko, Ouad a convoqué Dansoko, j'ai pris mon billet. J'ai dit, si il doit convoquer Dansoko, j'irai. On ira ensemble. Comme Issoufou, on était à Abuja. Et Tanjo a lancé un mandat international contre. J'ai dit, tu vas appeler. Il a dit, non, je vais. J'ai été avec lui. J'ai dit, si on t'arrête, on m'arrête ensemble. Moi, je suis fidèle à ma ligne politique. Je suis fidèle à mes amis. Je suis avec Issoufou. J'ai dit, si Tanjo doit t'arrêter, il va nous arrêter ensemble.
Donc, il ne faut pas confondre les deux choses. J'ai expliqué à la population sénégalaise quels sont mes rapports avec le Sénégal et quels sont les rapports du Sénégal à la Guinée. Macky Sall partira un jour, moi je partirai un jour, mais le peuple sénégalais et le peuple guinéen sont amenés à vivre ensemble. Je viens de vous dire tout de suite que pour éviter justement que n'importe quel pays n'ait un comportement qui influe sur notre économie, nous allons faire en sorte que nos produits soient transformés sur place. Donc je tire, il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit de tirer les leçons pour qu'on ne soit plus dans une situation de dépendance et qu'on puisse être capable, c'est-à-dire qu'on ne dépende plus. Parce que si c'est les chips ou des purées qu'on exporte, ça ne pourrit pas. Tandis que les pommes de terre pourrissent, les tomates pourrissent. Il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit de tourner ce qui est contre toi en un avantage pour toi. Voilà, moi, ma vision. Mais il ne sert à rien de faire la polémique. Bon, progressivement, les gens reviennent à la raison. Mais je ne savais pas dire que je ne sais pas. Mais... Non.